Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Aujourd'hui nous sommes le 21 février 2023, c'est encore un énorme plaisir d'être en face de vous. Et béni soit le Seigneur, mon rocher, il exerce mes mains pour le combat, il m'entraîne à la bataille. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite, il me donne pouvoir sur mon peuple. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Seigneur, le fils d'un homme pour que tu te comptes avec lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont une ombre qui passe. Seigneur, incline les cieux et descend. Touche les montagnes qu'elles brûlent. Décroche des éclairs de tous côtés. Tire les flèches et répand la terreur. Des hauteurs, tends-moi la main, délivre-moi. Sauve-moi du gouffre des eaux, de l'emprise d'un peuple étranger. Il dit des paroles mensongères. Sa main est une main parjure. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai la harpe à 10 cordes. Pour toi, qui donne au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Délivre-moi, sauve-moi de l'emprise d'un peuple étranger. Il dit des paroles mensongères. Sa main est une main parjure. Que nos fils soient pareils à des plans bienvenus dès leur jeune âge. Nos filles pareilles à des colonnes sculptées pour un palais. Nos greniers remplis, débordants, regorgeront de biens. Les troupeaux, par milliers, par myriades, empliront nos campagnes. Nos vassaux, nous resterons soumis. Plus de défaites, plus de brèches dans nos murs, plus d'alerte sur nos places. Heureux le peuple ainsi comblé. Heureux le peuple qui a pour Dieu le Seigneur. C'était avec ces prières du psaume 143 que j'ai bien voulu débuter aujourd'hui l'exercice cognitif que nous appelons le festin intellectuel, afin de pouvoir nous édifier et surtout de pouvoir apporter le peu que nous savons, mais de nous mettre surtout dans la disposition d'apprendre. Je dis merci à tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui partagent notre philosophie. Et avant de débuter, j'aimerais ici, avec votre permission, féliciter tous les élèves de la classe. Après l'émission d'hier, il y a eu beaucoup d'encouragement et de félicitations. Et j'aimerais ici particulièrement citer un exemple. Le grand Aveiro, sur notre page YouTube, écrivait ceci. Je ne suis pas pro Ouattara ou RHDP, mais j'apprécie la thématique de ta chaîne claire et nette pour la vision de ton parti. J'ai horreur quand des étrangers parlent mal du président Alassane Ouattara et s'immiscent dans notre politique pour se jouer les pro-Gbagbo ou les pro-Ado. Beaucoup d'Ivoirois ou Ivoiriens ne comprennent pas que c'est pour nous diviser. Ils ont du mal à croire qu'un pays africain fasse d'énormes progrès après tant d'années de crise. Je me demande qu'est-ce que le président Alassane Ouattara a pu bien faire aux Camerounais. On peut être sur le dos d'un homme comme ça? C'était la question qu'il posait après les encouragements et nous lui disons merci infiniment. Et chers frères, pour continuer, le Cameroun est tellement misérable que la chair humaine s'y vend et c'est avec beaucoup de plaisir que la chair humaine est consommée au Cameroun. On va écouter ça ici ensemble parce qu'au Biakistan, sachez que tout ce qui est inimaginable est la chose la plus normale au Biakistan. Et à partir de maintenant, appelez le Cameroun le Biakistan. Parce que c'est une royauté, c'est une dictature qui est maintenue par cette famille-là au Biakistan. Et donc, la vente de la chair humaine étant l'activité favorite même des Biakistanais,
que certains par erreur appellent les Camerounais. Écoutez ici et faites vous-même votre propre idée. La foi de ce que tu fais, que tu sais que tu as conscience de ce que tu es en train de faire. Mais on fait ça avec toute la foi là, même comme les gens savent, ce sont eux qui préparent les humains. Mais ici, vous pouvez voir, je prépare directement sur place, je fais tout sur place. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, ça date depuis très longtemps, des années. Personne n'envoie la personne en prison et après la personne ressort et le commerce continue. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ça existe, c'est réel, les gens mangent ça. Même moi-même, si je n'ai jamais mangé à la chair humaine, c'est impossible. Même les... Je viens découper devant les gens, je pose là sur le foyer à charbon. Voilà ça même, vous pouvez voir comme je tourne sur place. La viande est même dans l'eau. La viande est même dans l'eau. La marmite c'est ici. Alors, c'est comme ça, c'est direct. Je ne pars pas préparer derrière la maison, je prépare sur place. Donc, pour moi, ça ne me gêne pas. Je sais que mes clients savent que je le fais en live et ils vont toujours venir manger. Donc, même depuis le jour-là, je prépare toujours. Même comme je n'ai plus préparé la quantité que je prépare souvent. Mais je prépare. Et j'ai confiance qu'on va manger. Et je l'ai toujours dit à ceux qui me crient quand je passe, je dis que vous allez manger pour moi parce que j'en ai confiance en moi-même. Et je fais ça en live. Et même si je ne viens même pas vous vendre dans le marché comme je le fais, vous allez venir me trouver sur place et manger. Et donc, vous aurez compris que le peuple camerounais, dans sa déchéance la plus absolue, consommer la chair humaine est vu comme une pratique qui est en vogue et qui est permise. Je crois que c'est l'homme à l'état même de la nature, de la sauvagerie la plus absolue, qui peut s'exercer à ces pratiques malsaines et dégradantes. Et j'aimerais comme ça dire aux Camerounais qu'ils s'inquiètent pour eux-mêmes, surtout ceux qui ont la forte gueule sur les réseaux sociaux. Maintenant, l'éclaireur va s'asseoir sur votre dos, vous pédalez correctement. Et maintenant, on va venir à notre ami Kémy Séba du Bénin, qui a montré que lui n'est pas un homme. Et comme je l'ai dit hier, il ne faut pas faire quand même plaisir à l'inutile qu'il est. Mais j'aimerais lui dire que pour sa propre fierté en tant qu'homme et en tant que le président des panafricains, entre guillemets, j'aimerais que le demi-kebab parle une autre langue autre que le français. Parce que jusqu'à preuve du contraire, eux qui veulent s'émanciper, je crois que la meilleure arme de l'émancipation, c'est d'utiliser la langue, votre propre langue. Mais pourquoi jusque-là, le Kémy Séba et les autres panafricains utilisent le français comme leur langue? Parce que quand vous communiquez en français, sachant bien que les Français comprennent et connaissent leur langue mieux que vous, les panafricains, vous ne pourrez rien leur cacher. Et donc, il serait mieux que vous fabriquiez votre propre langue. Et donc, comme cela existe déjà, puisque vous êtes la première civilisation que Dieu a créée, après lui-même Dieu, à retourner à votre première langue et utiliser les hiéroglyphes et les aéroglyphes et essayer de constituer votre propre langue africaine, comme vous êtes les nouveaux Africains. Et maintenant, quand vous allez pouvoir faire ça, quand vous allez communiquer, les autres ne pourront pas comprendre. Parce que dans les techniques même de communication, le langage est très important. Mais jusqu'à preuve du contraire, les Français comprennent le français mieux que vous. Créez votre propre langue et arrêtez de communiquer. Je parle du Mali, du Burkina et autres. Arrêtez de communiquer en français. Ça va vraiment vous aider à consolider votre combat pour que vraiment vous soyez des dignes représentants des Africains sur la terre. C'est vraiment très important. Et donc, c'est par ces détails-là qu'il était important de débuter le festin intellectuel de ce jour. Nous aurons 3 sujets. Et le premier sujet a pour titre « Succession du président Alassane Ouattara, ce que dit Adjoumani ». Le président Alassane Ouattara sera-t-il candidat à l'élection présidentielle de 2025? Sur le sujet fait déjà rage en Côte d'Ivoire, Kobena Kwasi Adjoumani, le porte-parole du RHDP, le parti au pouvoir, préfère ne pas évoquer la succession de l'actuel président. Invité sur le plateau de NCI, Kobena Kwasi Adjoumani s'est prononcé sur une probable candidature d'Alassane Ouattara en 2025. Pour le porte-parole du RHDP, a fait savoir qu'au sein du parti au pouvoir, le sujet de succession du chef de l'État n'est pas à l'ordre du jour. Au sein même du RHDP, nous ne pensons pas à la succession du président Alassane Ouattara, a-t-il déclaré.
Nous autres, notre prière, c'est que Dieu continue de lui donner la santé et la force, parce que le travail qu'il est en train de faire, cela mérite qu'on ait la santé et la force. Nous sommes un parti responsable. Au moment venu, nous allons décider, en fonction des aspirations du guide, s'est-il poursuivi. Mais, est-ce que les Ivoiriens vous ont dit qu'ils sont fatigués du président Ouattara? À chercher à savoir le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Et donc, pour ceux qui doutaient encore ou qui se faisaient des a priori ou qui se faisaient des doutes, je vous ai toujours dit, la seule chose qui va empêcher le président Alassane Ouattara d'être candidat en 2025, c'est lui-même sa propre décision de dire « je suis fatigué, je ne veux pas être candidat ». Et aussi la volonté de Dieu, puisque personne parmi nous ne peut dire « je vivrai éternellement ». Voilà les éléments qui peuvent empêcher le président Ouattara. Pourquoi je dis ceci? Je ne le dis pas parce que j'ai envie de le dire, mais lorsqu'on regarde aujourd'hui le travail effectué par M. Ouattara, le président de la République, montrez-moi un seul Ivoirien qui est capable de terminer le travail que Ouattara a commencé. Parce que pour terminer un travail, il faut que tu aies les capacités de commencer. Or, Laurent Gbagbo ou Bédié ou tout autre, eux, ils ont eu la chance de diriger la Côte d'Ivoire avant et dans des contextes beaucoup plus paisibles et dans des environnements beaucoup plus simples. Le monde n'était pas difficile autant qu'il l'est aujourd'hui que de par le passé. Ça veut dire, lorsque moi Bédié dirigeait dans les années 93, lorsque Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, le monde, les problèmes du monde étaient moins difficiles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez les Occidentaux même, ce qu'ils avaient l'habitude de cacher, aujourd'hui sont obligés de faire des guerres pour pouvoir se sécuriser, pour sécuriser leur système. Le monde est devenu plus difficile. Mais c'est dans ces réalités-là, et surtout avec un contexte de terrorisme, que le président Ouattara a non seulement sécurisé le pays, mais il a pu aussi offrir le développement. Alors qu'avec Bédié et Laurent Gbagbo, eux avaient fini de convaincre les Ivoiriens que plus rien n'était possible là. On ne pouvait plus rien faire. On ne pouvait plus faire de route. On ne pouvait plus faire d'école. On ne pouvait plus faire d'université. Alassane Ouattara est venu les faire mentir aux yeux de tout le monde pour dire que ces gens-là manquent de volonté de travailler. Et c'est pourquoi donc ces personnes-là ne pourront rien faire. Ces personnes sont dans leur imaginaire. Ces personnes vivent dans leurs rêves et souhaiteraient que le monde fût ce qu'eux auraient voulu. Que le président Ouattara échoue, qui n'ait rien fait d'autre pour que le débat politique puisse être un débat de caniveau pour dire mais tu n'as rien fait, nous aussi on n'a rien fait. Non, Alassane Ouattara a montré que je ne suis pas là pour parler, je suis venu avec un agenda, j'ai été un homme préparé parce que je m'y suis fait. J'ai pris le temps de connaître la Côte d'Ivoire avant de venir là, je sais ce que les Ivoiriens veulent et voilà ce que je leur ai proposé. Et donc le peuple aujourd'hui est conscient de cela. Vous prenez toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, même les populations les plus réfractaires, les plus sectaires disent aujourd'hui, je ne peux pas accepter que le village voisin soit développé. Je ne peux pas accepter que le village voisin ait toutes les commodités qu'il faut et moi, mon village va rester en retard. Mais qui a pu faire que le village voisin ait été développé? La personne s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Donc, je m'en fous de ce que Bédié dira, je m'en fous de ce que Gbagbo dira. Je vais d'abord prendre le développement avec Alassane Ouattara. Et c'est ce que nous demandons et c'est ce que la population demande. Et aujourd'hui, quand M. Adjoumanou dit, dites-nous les Ivoiriens qui se plaignent du président Ouattara. C'est pour dire que les Ivoiriens, autant de Gbagbo se plaignaient de Gbagbo. Les Ivoiriens, autant de Bédié se plaignaient de lui. Ce n'est pas à moi de vous rappeler ces facteurs-là. Les Ivoiriens se sont tellement plaints de Bédié qu'ils ont dit, mais Bédié, tu ne fous rien pour la Côte d'Ivoire. Bédié leur a répondu, allez cultiver des tomates et des gombos devant vos portes. Gbagbo, quand les Ivoiriens se sont plaints à lui, il a dit, je n'ai pas un arbre pour cueillir l'argent pour vous. Aveu d'impuissance et d'incapacité notoire. Et en face des personnes qui disent que eux, gérer le pouvoir, c'est venir tomber dans les bassesses, c'est venir tomber dans l'inutile, Alassane Ouattara dit non. Moi, je suis un homme conscient de la responsabilité d'homme d'État
que je porte sur ma tête. Je viens donc pour proposer ce que les Ivoiriens veulent. Aujourd'hui, dans chacune de nos régions, vous retrouverez des universités. Cela réduit les dépenses des parents. Cela offre des perspectives d'avenir pour chacune des régions. Et cela offre surtout la possibilité à nos jeunes enfants, à nos jeunes frères, de ne plus être dans des conditions difficiles, comme au moment de Laurent Gbagbo, où les étudiants étaient obligés de dormir dans les amphis et de vivre comme des asticots. Et c'est cette réalité-là qui fait aujourd'hui que l'Ivoirien en général, même s'il n'aime pas l'homme Ouattara, il a pris conscience que la vie c'est une chance. Mais quand on trouve Alassane Ouattara, c'est encore une chance inestimable. Aujourd'hui, le monde entier s'en rend compte. Aujourd'hui, à cause de la qualité du président Ouattara, vous verrez tous les présidents africains et même à travers le monde venir aujourd'hui demander son soutien. Et vous voulez que c'est ce qu'on va laisser pour tomber dans la bassesse. Quand je vois des Amaninguessan qui disent que non, pour développer un pays, il faut d'abord commencer par les kiosques à café. Mais il y a combien de kiosques à café? Mais c'est totalement normal. Parce que ceux-là, au FPI, ils ont utilisé la prostitution comme moyenne entreprise PME. Oui, à leur époque, quand on leur a demandé, mais est-ce que la Côte d'Ivoire se porte bien? Est-ce que Laurent Gbagbo n'est pas allé montrer les prostituées à la rue Princesse pour dire que le pays marche bien? Et c'est ça. Est-ce que c'est avec la prostitution? Est-ce que c'est avec les kiosques à café? Est-ce que c'est avec surtout les miliciens qu'un pays peut bien se porter? Je crois que ces gens-là n'ont pas d'objectif pour la Côte d'Ivoire. Et c'est tout ça qui a fait que les Ivoiriens se sont plaints d'eux. Mais aujourd'hui, que quelqu'un sorte pour me dire « je me plains du président Ouattara », à la lumière des faits et de la réalité, j'aimerais qu'un Ivoirien dise aujourd'hui « je ne suis pas content parce que Ouattara a fait quelque chose qui n'est pas bien ». Je n'ai pas dit que tout est parfait. Nous-mêmes, on critique le président Ouattara, c'est sur le domaine de la justice. Oui, parce qu'il y a toujours des améliorations à faire. Mais en ce qui concerne le quotidien des Ivoiriens, les projets de société pour les Ivoiriens, il n'y a pas quelqu'un, même Félix Houphouët-Boigny même, n'a pas fait mieux qu'Alassane Ouattara. Parce que Houphouët a eu plus de 30 ans. Alassane n'a même pas eu la moitié. Mais en 10 ans, c'est qu'Alassane Ouattara a fait. Même Houphouët n'a pas pu le faire en 33 ans. Ça, c'est une vérité qu'il faut qu'on dise. Parce que Houphouët même serait fier aujourd'hui d'avoir fait venir Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Je ne crois pas qu'on accouche un enfant pour qu'on dise que ton père était plus fort. Je crois qu'un père qui se respecte, quand on dit ton enfant que tu as accouché est devenu plus grand que toi, c'est là que le père même est content. Et donc là, ceux qui disent non, il ne faut pas dire ça, ça va gêner. Mais moi, je m'en fous de ça. Si Ouattara veut n'a qu'à se gêner, Ouattara est 10 000 fois plus fort que Félix Houphouët-Boigny. Même si lui-même il n'aime pas là, moi je lui dis ça. Ouattara, tu es plus fort que Houphouët, 10 000 fois. Je n'ai pas dit aux autres de dire, je n'ai pas dit aux autres de ne pas dire, mais moi là, je vais dire. Si c'est à cause de ça, on va mettre mon nom à l'aéroport là, il n'y a pas de problème. Je serai très heureux. Mais Ouattara est plus fort que Houphouët 10 000 fois. On ne va pas avoir honte, on va avoir peur de quelqu'un pour dire ça. Quand quelqu'un est fort là, il faut dire. De la manière Laurent Gbagbo vaut rien là. De la manière, Laurent Gbagbo est le père des microbes politiques en Côte d'Ivoire. De la manière, Henri Konan Bédié est le père des microbes paresseux politiques en Côte d'Ivoire là. Et des voleurs des deniers publics en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, Alassane est le père de ceux qui comprennent la politique du développement en Côte d'Ivoire. Et donc là, il faut comparer ce qui est comparable et il faut arrêter de ne pas comparer ce qui n'est pas comparable. Alassane Ouattara n'est même pas comparable à Houphouët. Il est 10 000 fois plus fort que Houphouët. Ça étant clair et ayant bien été émis dans le contexte, Alassane Ouattara, là, en 2025, là, si les autres sont en train de douter parce qu'ils ne sont pas suffisamment garçons, là, je l'ai dit et je le répète, Alassane Ouattara sera notre candidat. Il sera notre candidat, pas parce qu'on l'aime. Il sera notre candidat, pas parce qu'on voudrait qu'il soit là pour amuser la galerie. Il sera là pour terminer ce qu'il a commencé. Parce que ce qu'il a commencé là, si lui n'est pas là, les autres là, ils ne vont pas terminer. Je crois qu'on dit que la journée qui te sera bénéfique, quand tu te réveilles, dès le réveil là, tu connais. Le jour où tu te réveilles là, et puis la journée va marcher pour toi là. Depuis le matin, quand tu te réveilles là, tu connais, tu sens ça. Est-ce que nous, on n'a pas vu gestion de Gbagbo ici? Est-ce qu'on n'a pas vu gestion de Bédié ici? Et vous allez venir tromper les gens pour dire non, non, non. Non, un vaurien ne peut rien produire. Un minable ne va rien produire. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Alassane est un bon arbre avec un bon fruit qui produit en n'importe quelle saison. Lui n'a pas dit comme le monde est difficile là, je ne peux rien faire. Imaginez-vous Laurent Gbagbo dans le contexte mondial aujourd'hui. 1. Les djihadistes auraient envahi la Côte d'Ivoire. 2. L'Ivoirien même là,
on allait manger viande de l'homme comme les Camerounais. Dites-moi si je mens ou bien si c'est faux là. Prenez Bégué et puis Gbagbo, mettez les deux associés ensemble, gérez Côte d'Ivoire là. Eux-mêmes d'abord avec leur xénophobie, ils vont diviser le pays. 2. Leur incapacité va donner de la place aux djihadistes pour envahir le pays. Et 3. Leur paresse et leur incapacité politique va leur permettre de dire c'est le monde qui est devenu difficile, il y a la guerre en Ukraine, les États-Unis ne donnent plus de fonds, et donc voilà, c'est ce qui fait que tout allait aller mal. Je vous jure que si tu mets les deux ensemble, parce que si on les sépare, ils vont dire non, l'autre là, eux n'ont rien fait. Mettez les deux ensemble, vous serez plus que déçus. Et donc leur plus grosse haine. Pourquoi Alassane Ouattara seul a pu réussir ce que aucun individu avant lui n'a pu réussir en Côte d'Ivoire? Voilà donc la haine des pro-Gbagbo qu'ils ne pourront jamais pardonner à l'homme Ouattara. Mais c'est parce qu'il s'est mis au travail. C'est parce qu'Alassane Ouattara a compris le sens de sa mission sur Terre. Et donc, il a aussi produit le résultat qu'il fallait. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est des faits pratiques et pragmatiques. Et donc, cela étant dit, nous passons au deuxième sujet qui concerne les problèmes des choix des candidats au RHDP. On a tellement épilogué, on a tellement cogité, on s'est tellement exprimé sur ce sujet-là qu'il n'y a pratiquement plus rien à dire. Aujourd'hui, nous nous asseyons, on regarde maintenant et on ne peut que vous montrer les conséquences de ce qu'on vous disait. Il est dit que le meilleur conseiller pourrait être souvent les conséquences. Et les bases RHDP dans certains endroits et pour la plupart se plaignent. Et aujourd'hui, le choix d'Adama Koné ne correspond pas à la réalité politique de la Maraoué selon Adama Diomandé, un pro-RHDP. Choix controversé des candidats RHDP, Adama Diomandé, un pro-RHDP, met les pieds dans le plat. Ce choix est celui de 6 personnes et il est égoïste. Il dirige l'Association pour la défense de la démocratie et des libertés, en abrégé ADDL. D'habitude très circonspect, en abordant les questions liées à la gouvernance du RHDP dont il est proche, cette fois, il a décidé de parler sans gants. Le choix des candidats RHDP aux futures élections locales n'emporte pas son adhésion dans certaines zones du pays, notamment dans la Maraoué. Adama Diomandé, c'est de lui qu'il s'agit, natif de Zikisso, mais qui a des intérêts dans la Maraoué, veut qu'on tienne compte des spécificités de chaque localité. Il s'aligne dans cette interview sur les thèses du sénateur Paulin Alomo, qui, dans une récente tribune, s'est élevé contre le choix de l'ancien ministre Adama Koné au détriment de l'originaire Epiphane Zorobi Balo pour défendre les couleurs du RHDP. Une interview fracassante. Vous êtes le président de l'ADDL, basé en France, et vous êtes proche du RHDP. Quels sentiments vous inspirent les grognements et les grincements des dents qui se font entendre depuis la désignation de certains candidats du parti au pouvoir dans la perspective des prochaines municipales et régionales prévues pour novembre 2023. Les comprenez-vous? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez de me prononcer sur l'actualité politique de notre pays. En ce qui concerne les candidats du RHDP pour les municipales et régionales 2023, laissez-moi vous dire qu'il s'agit déjà d'une liste provisoire. Cependant, si je comprends que certains n'approuvent pas le choix qui ont été faits par le directoire du RHDP, je ne puis toutefois me prononcer réellement puisque je ne connais pas les réalités de toutes les circonscriptions électorales. Néanmoins, j'ai pu me prononcer sur le cas de la région de la Maraoué que je connais mieux. Et à ce niveau, j'ai pu vous dire que le mécontentement des militants et sympathisants est réel. Puisque dans cette région, c'est le ministre Zorobi Balo qui faisait figure de candidat favori dans la désignation des porte-étendards du RHDP pour les régionales. Mais à la grande surprise, c'est le ministre Adama Koné qui a lui été préféré. Je pense que c'est un choix qui ne correspond pas à la réalité politique de la Maraoué.
Je vous apprends que j'ai fait campagne dans la région et je pense que c'est le ministre Zorobi Balo qui représente le mieux l'aspiration et le désir du président de la République, président de notre parti, de faire du RHDP le parti de tous les Ivoiriens épris de justice et de paix. Et je pense que l'on est bien parti pour matérialiser cette vision dans la Maraoué, puisque le ministre Zoro a labouré le terrain. Ne pas l'avoir choisi, je pense sincèrement que c'est une injustice qu'il faille réparer. J'ai dit aussi que le directoire a pu être induit en erreur. Et vous voyez, moi, la plateforme Éclaireur Pro Vérité, là, je ne suis pas là pour supporter quelqu'un. Vous voyez maintenant, c'est que j'ai le courage de dire ce que les autres ne peuvent pas dire. J'ai le courage d'anticiper. Et ceux qui ne savent pas, je vais vous rappeler quelque chose. Vous allez m'excuser du terme. Les merconiers qui sont dans la politique au RHDP en train de penser que nous on est là pour avoir des pains. Moi, je ne suis pas là pour dépendre de quelqu'un. Je le dis, vous m'excusez du mot, ce sont des merconiers parce que on est en train de défendre l'avenir de nos peuples. On est en train de défendre le futur de notre parti. Non, ils sont frustrés. Mais il y a combien d'intellectuels aujourd'hui qui se plaignent? Sans les intellectuels, les moutons que vous êtes, les moutons politiques que vous êtes, vous pouvez apporter quoi dans le parti? Les animaux que vous êtes, vous apportez quoi dans le parti? Des gens comme moi qui anticipent, qui donnent des réflexions, qui écrivent des textes. On n'a pas toujours ici des idées au parti parce qu'on prend le temps de venir ici pour éclairer la lanterne des gens. Vous pensez qu'on est la même chose. Si vous êtes des animaux politiques, des moutons avec vos comportements moutonniers, vous laissez des gens courageux comme moi, Éclaireur Pro Vérité, faire son travail. Les travaux d'analyse et d'anticipation que je fais ici, il n'y a personne qui le fait. Je ne suis pas là pour commenter les informations. Je ne suis pas là pour essayer de pérorer, pour répéter bêtement ce qui est dit dans les médias. Je suis là pour faire des séances de réflexion et d'anticipation. Aujourd'hui, regardez la taille des intellectuels qui se plaignent de ces choix-là. Parce que j'ai eu le courage de le dire en premier, mais c'est parce que je suis plus intellectuel que vous, je suis plus garçon que vous et je suis plus lucide que vous. Je parle des animaux politiques du RHDP. Je parle des moutons du RHDP. Et donc, le monsieur ici vous dit que le directoire a été induit en erreur. Je dis aussi que le directoire a pu être induit en erreur par des cadres du parti. Et ces cadres-là, ce sont les chénapans du directoire qu'on a critiqués ici. Les Kone Kafana et autres. C'est eux, ils n'ont pas été introduits en erreur. C'est eux-mêmes qui veulent introduire Alassane Ouattara en erreur. Et sur cette vérité-là, moi, j'aurai le courage de le dire. Je gagne quoi? Je gagne quoi avec Alassane? Je gagne quoi avec quelqu'un? Je n'ai jamais rien demandé à quelqu'un. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un me donne quelque chose. Mais il faudrait que la voix des militants soit respectée. Et celui qui parle là, il peut se taire. Puisqu'il ne vit pas aussi en Côte d'Ivoire. Mais on ne va pas utiliser le mensonge comme une marque déposée dans le RHDP et dire non, 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 eux se plaignent trop. Quelqu'un qui se plaint là, ayez le courage de dire pourquoi on se plaint. On vous a déjà largement expliqué. Maintenant là, moi je ne vais plus parler. Je vais maintenant vous montrer les conséquences. Quitte à vous de continuer dans ce que vous voulez faire. Et les populations, on leur a largement expliqué ce qu'il fallait faire. On ne va plus être là en train de répéter les mêmes choses. Et donc le monsieur dit ceci. J'ai dit aussi que le directoire a pu être induit en erreur par des cadres du parti. La population a compris que tout ce que le ministre Zorobi Balo fait aux côtés du président Ouattara est dans son intérêt à elle. Il y a même des villages qui regrettent de n'avoir pas compris assez vite cette vérité. Je pense qu'il ne faut pas casser cette dynamique. Mais c'est une liste provisoire. Moi qui suis sur le terrain, je pense que le directoire a été abusé en ce qui concerne la Maraoué et que cette erreur sera réparée. Voilà ma position. En fait, c'est une parole de sagesse. Sinon, si on veut dire réellement ce qu'il pense, parce que vous savez, dans la parole, quand tu parles, on dit que tu t'es exprimé. Ça veut dire que tu as fait sortir ce qui était dedans. En réalité, ce qu'il veut dire là, c'est une manière polie de dire au directeur du RHDP, vous êtes dans le faux, donnez-vous le temps de quitter dans le faux. C'est pourquoi il dit que c'est une liste provisoire. Sinon, dans la tête des membres du directoire, c'était une liste qu'ils avaient faite et ils vont l'imposer de gré ou de force. Et donc, c'est une manière très polie de leur dire, quittez dans votre forfaiture, écoutez les intérêts du peuple
Écoutez ce que le chef de l'État vous a dit et revenez sur terre et revenez surtout en face de la réalité. Et donc, il continue pour nous dire, il a posé des questions politiques pertinentes qui peuvent avoir des répercussions sur l'élection présidentielle de 2025. C'est-à-dire que le problème de la Marawi est très sérieux. Il a dit que le ministre Zoro est le meilleur cheval de la Marawi et je le répète, je partage totalement cette opinion, inspirée par les réalités politiques locales. Ceux qui le critiquent en faisant allusion à son âge et en faisant croire qu'il a été désigné et non élu comme sénateur sont à côté de la plaque. Je pense que le président de la République, c'est pourquoi il désigne telle personne et pas telle autre. Son choix est donc une preuve de légitimité. Le sénateur Alomo a donc joué sa partition dans la vérité. Il n'y a pas lieu de prendre à partie. Encore une fois, je lui apporte mon soutien total. Quand on entend le nom du ministre Adama Kone, on se dit qu'il est ressortissant du Nord alors que Zorobi Balo est originaire de la Marawi. À entendre aussi son nom, est-ce que les gens ne peuvent pas penser que la bataille que vous menez est purement tribaliste? Or, le RHDP se veut un parti transnational. Est-ce que vous pouvez échapper à cette critique? Ce serait une critique vaine, puisque moi qui vous parle, mon nom est aussi à consonance nordique. Ce qui constitue bien la preuve que c'est une question qui transcende les ethnies et les villages claniques ou tribalistes. Moi qui vous parle, je m'appelle Adama Diomande et on sait que je suis ressortissant du Nord. Au contraire, le fait que c'est moi, Adama Diomande, qui mène ce combat devrait éteindre cette critique. C'est véritablement la preuve qu'au RHDP, nous avons dépassé la question des ethnies et des origines. De plus, je puis vous assurer que le ministre Zorobi Balo ne fonctionne pas comme ça. Il est de la Marawi, il est gourou, mais ce n'est pas ce qui fonde ma démarche. Je vous rappelle que l'ancien ministre Adama Kone est natif de la Marawi où il a sa cour familiale. Même s'il a été député dans sa région d'origine à Odiene et ça, la plupart des ressortissants de la Marawi, les Malinke, les Djoula, les Ayaou et les Yoware, les Gouro, ne l'ont pas apprécié. Et le sénateur Alomo l'a rappelé dans la contribution qui fit tant de bruit. Ce n'est pas une question d'ethnie. D'ailleurs, le sénateur Alomo a rappelé que le premier député de la Marawi était un ressortissant du Nord, Vame Doumbia. Ce qui montre bien que la Marawi, on n'a pas un problème avec les origines. Je pense que le RHDP est un parti de rassemblement. Cependant, il serait honnête de tenir compte de la spécificité ivoirienne. Et ce qui se passe dans la Marawi ne serait pas accepté dans les autres régions, notamment dans le Worodougou, le Woroba, le Bafing et autres. Ce sont des réalités sur lesquelles on ne peut fermer les yeux. Surtout lorsqu'on a quelqu'un comme Zorobi Balo dans la Marawi. Et c'est factuel. Il est celui qui met au mieux en musique la vision du président de notre parti dans la Marawi. Les gens ne l'aiment dans cette région qu'en raison de ses origines. C'est plutôt parce qu'il représente la figure réelle de la jeunesse et les ambitions du président du RHDP dans la Marawi. Ce n'est pas seulement les gourous qui le constatent. Les Morés, qui sont les habitants de la Marawi, le disent aussi. Les Morés, ce sont des Ivoiriens d'origine burkinabé qui étaient là avant l'indépendance. Ils ont au moins 5 villages dans la Marawi et ils soutiennent tous Zorobi Balo. Il y a plus de 6 ministres qui ont fait campagne avec Zorobi Balo lors des dernières élections locales. C'est une réalité, ça aussi. Et pendant les 3 ans que j'ai passé en Côte d'Ivoire depuis mon retour de France, je n'ai vu mon homonyme Adama Kone sillonner la Marawi pour faire des meetings politiques. Pour un homme politique natif de la région, ça questionne. Même lorsqu'il était ministre. La question, c'est donc, est-ce que le ministre Adama Kone est le candidat idéal pour faire gagner le RHDP dans la Marawi? Et la réponse va de soi. C'est non.
en grand caractère. Encore une fois, je partage et je soutiens le constat du sénateur Alomo Paulin qui a dit que le ministre Adama Koné n'est pas le meilleur cheval pour que le RHDP emporte les régionales dans la Maraoué. C'est cela la réalité avec laquelle il faut compter. Ce n'est pas une question d'ethnie. Il faut plutôt renforcer la capacité de rassemblement du RHDP dans la région et je pense que la candidature du ministre Zoro va grandement y contribuer. C'est la personne la mieux placée à cet effet. C'est aussi une question d'efficacité. Il occupe véritablement le terrain dans cette région. Et donc, mesdames et messieurs, l'article il est long. On ne pourra pas lire tout. Vous allez permettre que je mette le lien pour ceux qui veulent continuer. Je vais mettre le lien. Ok. Donc, on a quelques difficultés pour l'instant. Mais après, je vous mets le lien pour ceux qui voudraient continuer. Et donc, comme pour vous dire que moi, je ne soutiens pas Zorobi Balo, je ne suis pas contre Adama Koné, mais une chose est évidente, c'est qu'on a toujours décrié le fait que le directoire, dans sa volonté de forfaiture, n'ait pas écouté le choix des militants, ça les rattrape aujourd'hui. Et vous verrez que les populations non seulement s'expriment, mais les intellectuels n'ont que toujours fait d'avertir le directoire. On attend de voir si ce directoire-là va persister dans sa forfaiture. En tout cas, pour nous, on a déjà fait le travail que nous devrions faire en avertissant pour que les choses soient au mieux. Et donc, je viens de mettre le lien pour ceux qui voudraient continuer la lecture. Et donc ici, loin de moi l'idée que je soutenais quelqu'un, je ne vais même pas voter, puisque je ne suis même pas en Côte d'Ivoire. Et donc, ça me met dans une posture de pouvoir être vraiment neutre et de dire la vérité. Ça, tous ces problèmes-là, c'est le directoire qui a provoqué. Et donc, il faut qu'ils en assument les conséquences. Et la meilleure manière d'assumer les conséquences, c'est d'arrêter la forfaiture qu'ils ont installée. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons terminer avec le troisième sujet. Au sortir d'un entretien avec le président Ouattara, le Cornu affirme que la Côte d'Ivoire est un pays de stabilité, un pays dans lequel on peut nourrir et documenter un agenda de sécurité en commun. Comme annoncé, Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, a été reçu en audience en début d'après-midi par le chef de l'État ivoirien. Au sortir de cette rencontre qui a duré 45 minutes, Sébastien Lecornu a confié à la presse que la Côte d'Ivoire, un pays de stabilité, un pays dans lequel l'on peut nourrir et documenter un agenda de sécurité en commun. Il a salué les efforts remarquables qui ont été accomplis sous la dirigeance du président Ouattara. Selon lui, l'armée de la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'il y a 10 ans. En fait, il était en train d'insulter Gbagbo pour dire l'armée de la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est plus cette armée de gueux, n'est plus cette armée de bouffons, n'est plus cette armée de grigous tribalisés. Parce que les 10 ans qu'il passe, c'est les 10 ans d'avant Ouattara. Et donc, il est en train de dire à Laurent Gbagbo, il ne faut même pas compter sur la France. On a vu ici, c'est toi qui as pris les mercenaires, comment on appelle, les forces paramilitaires, comment ils appellent ça, les GPP et autres, les miliciens, pour aller à chacun son français. Et donc, c'est une manière de dire, nous nous souvenons de cela. Quand on regarde l'armée aujourd'hui, 10 ans après le régime de Gbagbo, Alassane Ouattara, tu as vraiment fait un travail pour transformer cette armée-là. C'est ce qu'il est en train de dire comme ça. Et il le dit très bien, il dit, au regard des décisions politiques et budgétaires que vous êtes en train de prendre. Dès ma nomination, nous avons souhaité avoir des temps réguliers de travail. Dès le 14 juillet, je m'étais rendu ici à Abidjan. Cet automne, c'est le ministre d'État qui est venu à Paris. Me voici à nouveau à Abidjan. La fois prochaine, c'est à Paris. Tous les 3 à 4 mois, nous allons garder ce rythme de bilatéral qui va nous permettre de faire un certain nombre de points sur des sujets qui nous préoccupent. Évidemment, nous sommes revenus sur la question de la sécurité dans l'ensemble de la sous-région, l'ensemble des pays qui nous entourent. C'est vrai aussi
pour la sécurité maritime. On va donc s'arrêter là. Et donc, ils ont parlé du problème du Burkina, du Mali et autres. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et donc, les Ivoiriens, même si je n'étais pas là, je comprends le sens du discours. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire seule ne peut pas assurer sa sécurité. Aujourd'hui, la France est consciente des enjeux et des réalités politiques. Si elle perd la Côte d'Ivoire, la France même est perdue pour de bon. Et donc, c'est pourquoi la France et les Ivoiriens, presque chaque 3 mois, ils vont se rencontrer pour mettre des politiques sécuritaires en place pour protéger la Côte d'Ivoire comme un sanctuaire. Ça, moi, je vais vous dire la vérité. Et en même temps, depuis hier, les Français ont plié bagages et ont quitté le Burkina. Et donc, dans la restructuration aussi, le nombre de soldats français à Abidjan sera diminué. Mais sachez que ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. C'est surtout la capacité d'une armée qui fait sa valeur. Et donc, c'est avec cette qualité-là que la Côte d'Ivoire va travailler. Et la Côte d'Ivoire n'aura pas honte d'avoir Paris comme l'un des partenaires, ainsi que les États-Unis, pour pouvoir solidifier notre pays dans ce nid de djihadistes ouest-africains qui est né. Et c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les autorités ivoiriennes vous disent, ceux qui ont pensé que la sécurité des Ivoiriens, souvenez-vous des propos du président Ouattara à Katiola en 2019. Il dit, tant que je serai le président de la... Je paraphrase, hein, les Ivoiriens vivront dans la paix et personne, et il a bien dit, personne ne viendra troubler la quiétude des Ivoiriens. Ce n'est pas comme le faux gueulard qui dit, je les vois venir, j'ai appelé la France, ils ne sont pas venus, je n'ai pas pu faire quelque chose, celui qui me donne une fleur, je lui donne un couteau. Alassane Ouattara dit, tout ça là c'est long, nous on travaille. Et tant que nous on est là, la Côte d'Ivoire ne va pas ressembler au Burkina Mali. Et je tiens à vous le dire, pas seulement dans la journée d'hier, il y a eu plus de 50 militaires burkinabés qui se sont fait canarder. Ils ont menti dans un premier temps que c'était 3 personnes. Mais les vrais documents, là, moi, je les ai. C'est 50 personnes. C'est 50 personnes. 50 militaires qui ont été canardés. Mais où étaient les Russes? Qu'est-ce que les Russes font pour que les soldats ne meurent pas? En réalité, Traoré, ce que je t'avais dit, cette même armée-là va te chasser. Le Burkina est tombé dans le piège des Russes. Tu as pensé qu'en devenant président, tu allais pouvoir résoudre le problème. Ça te dépasse. Ce qu'ils ont fait, et puis tu as chassé Damiba là. C'est que ils ont fait, et puis Damiba a chassé Roch là. Tu es tombé dans le même piège. Mais nous, ça ne nous regarde pas. Seulement, ne pensez pas qu'on sera là pour encaisser les effets pervers de vos mauvaises habitudes. Ça, au moins, il faut qu'on vous le dise. Et donc, il continue pour dire, on a fait également un point sur la situation internationale. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Comment la France, qui est une puissance militaire, est-ce qu'en réalité, ils ont fait un point militaire avec la Côte d'Ivoire? Non. C'est pour dire qu'en fonction des enjeux internationaux du monde aujourd'hui, là, quand ils sont partis à Munich, là, parce que la Côte d'Ivoire n'est même pas... voilà, vous laissez ça comme ça. Les grands, là, c'est qu'ils ont décidé des aspects sécuritaires du monde, là. Ils disent, Alassane Ouattara, je suis venu pour t'informer. Et donc, voilà comment les choses vont se passer. Et donc, ils disent, nous nous sommes rendus en Ukraine à la fin du mois de décembre et nous étions à Munich le vendredi dernier, vendredi passé là, pour une rencontre de sécurité sur laquelle il était utile de revenir sur les travaux, les discussions entre les différents pays et plus évidemment un agenda bilatéral entre la Côte d'Ivoire et la France puisqu'il est à saluer les efforts remarquables qui ont été accomplis par le président Ouattara et son gouvernement. Donc ça veut dire, aujourd'hui les décisions internationales, là, même si Ouattara même ne va pas là-bas, là, les décisions viennent à lui. Ça veut dire quoi? Qu'on le veuille ou pas, là, Alassane Ouattara est le maître du jeu de la sous-région aujourd'hui. Quand les grands décideurs du monde prennent leurs décisions, qu'ils soient là-bas ou pas, sa voix compte. Et sa stratégie compte. Et ça, je vous l'ai dit, mais vous avez oublié. Je m'amusais ici à vous dire que les 40 personnes les plus importantes, Ouattara est dedans. Mais un jour, il y a une de nos mères qui est venue dire, éclairer, arrête de mentir aux gens.
les 10 personnes les plus importantes au monde, il ne faut pas dire 40, c'est 10. Elle est venue la dire ça ici pour ceux qui se souviennent. Parce que l'homme, quand tu parles, il faut parler avec modération. Prenons, que vous preniez ce qu'elle a dit ou ce que j'ai dit, ça revient à un seul fait, c'est que Ouattara est un homme qui est au cœur de la réalité de la politique internationale. Même si lui-même ne va pas à la montagne, là, la montagne vient à lui. C'est de cela qu'il est question. Et donc là, c'est Alassane Ouattara que vous n'aimez pas là, que vous critiquez là. C'est lui qui va décider du sort de tous ces pays africains jusqu'en 2063. Que ce soit au plan économique, au plan sécuritaire. Parce qu'on ne peut pas développer un pays dans l'insécurité. Or, Alassane Ouattara, sa plus grande stratégie, c'est l'aspect du développement économique. À quoi sert-il de développer une économie dans l'instabilité? Et donc, les décisions militaro-économiques vont passer par lui. Donc là, on ne vous demande pas d'aimer Alassane Ouattara. On ne vous demande pas de ne pas l'aimer. Ce n'est pas ça son problème, ce n'est pas ça notre problème. C'est que les décisions qu'Alassane Ouattara va prendre là, ils ont discuté des problèmes du Mali, Burkina, Guinée. Ce que Ouattara a dit là, c'est ce qu'ils vont vous faire. C'est ce que je vais vous dire. Les décisions que Ouattara a prises là, s'il dit, ah bon, voilà tel pays, voilà comment on va faire, c'est comme ça on va vous traiter. C'est ce que je suis en train de vous dire. Comme en langage politique, on ne dit pas tout. Mais ici, moi, je peux me permettre de vous dire cela. Et donc, on continue. Il faut dire clairement les choses. Pardon. L'armée de Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'il y a 10 ans au regard des décisions politiques et budgétaires que vous êtes en train de prendre. L'armée de Côte d'Ivoire n'aura rien à voir dans 10 ans également. Cette parole-là est très importante. On peut connaître le passé. J'ai déjà expliqué l'armée de 10 ans. J'ai expliqué. Je vous ai dit que c'était une manière de faire un pied de nez à Laurent Gbagbo. Ça, vous avez compris ça. Mais il vient dire, l'armée de la Côte d'Ivoire n'aura rien à voir dans les 10 ans également à venir. Est-ce que lui, il est Dieu pour connaître ce qui va se passer dans 10 ans? Mais pourquoi lui, il parle déjà dans 10 ans? Il est en train de dire, les 10 années à venir, là, au minimum, là, les décisions qu'on a prises le vendredi passé, dans la grande réunion de sécurité à Munich, là, il dit dans les 10 années à venir, si la Côte d'Ivoire maintient les dirigeants qu'elle a actuellement, et donc quand on vous dit que Ouattara sera le candidat là, jusqu'à ce qu'il dit qu'il est fatigué là, voilà une preuve qui est dite comme ça. Quand on parle là, ceux qui savent décoder le message comprennent. Il dit, l'armée de la Côte d'Ivoire n'aura rien à voir dans les 10 années également à venir. Dans les 10 années à venir là, qu'est-ce qui va se passer? Si on prend Bédier, quand on le nomme là, l'armée de Côte d'Ivoire va tomber. Si on prend Gbagbo qu'on le nomme, l'armée de Côte d'Ivoire va tomber. Donc, c'est la question qu'il faut se poser, si on veut maintenir l'armée de la Côte d'Ivoire pour qu'elle ait une image dans les 10 années à venir, c'est que c'est la qualité de l'homme qui est derrière. Or, ce qu'il dit, il dit que c'est grâce aux décisions politiques et budgétaires que le président Ouattara et son gouvernement ont pris que l'armée a pu se développer. Et donc, si cette armée a pu se développer, ça veut dire si elle continue ce même programme-là, dans les 10 années à venir, elle sera encore plus grande. Donc, ça veut dire que l'homme qui a pu faire ce développement-là, c'est avec lui qu'on va continuer. C'est ce que la France est en train de vous dire qu'ils vont soutenir Ouattara. Moi, là, je ne vais pas cacher la vérité à quelqu'un. Toi, tu n'es pas là à l'école, moi, je suis allé à l'école. Toi, tu ne connais pas le monde, moi, je connais le monde. Moi, là, je me suis promené presque partout. Donc là, je n'ai pas de problème de visa aussi. Donc, je ne suis pas malheureux comme toi pour mentir aux Ivoiriens. Et puis, je comprends le monde. Et donc là, quand je viens ici, c'est pour expliquer la vérité. C'est pour dire ce que je sais. Je ne connais pas tout. Mais ce que je dis, si tu n'es pas d'accord, prends le temps de venir. Tu prends ta vidéo, tu dis, bon, celui-là, le fantôme qui est derrière là, il ment trop. Voilà ce qu'il a dit qui n'est pas vrai. Il faut venir décoder le discours politique comme je le fais. Les gens sont beaucoup sur la toile, mais les gens ne sont pas les mêmes. Et éclaireur n'est semblable à personne. Ça, il faudrait que tout le monde accepte ça. Et c'est pourquoi, je le dis et je le redirai, je ne me mélangerai jamais à quelqu'un et je n'accepterai jamais de faire schéma avec quelqu'un puisque je n'ai pas besoin de ça là pour vivre. Je n'ai pas besoin de ça pour plaire à un politicien. Mais je veux que le peuple de la Côte d'Ivoire comprenne que son destin se joue en Côte d'Ivoire, mais au-delà de la Côte d'Ivoire. Et il faut un homme capable comme Alassane Ouattara qui est conscient des enjeux de la politique mondiale, qui est conscient du rôle que la Côte d'Ivoire représente en Afrique de l'Ouest et qui est conscient surtout des objectifs que la Côte d'Ivoire doit atteindre en tant que pays et en tant que peuple. C'est de tels dirigeants que nous avons besoin.
On n'a pas besoin de laudateurs pour dire des paroles sans technique. On n'a pas besoin de gens comme Laurent Gbagbo pour perdre le temps à la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on est en train de dire. On continue toujours. Ça fait de la Côte d'Ivoire un pays de stabilité. Un pays dans lequel on peut nourrir et documenter un agenda de sécurité commun. Et donc, il est en train de nous dire aujourd'hui que contrairement au Burkina, au Mali et aux autres pays, qui sont des pays d'instabilité, qui sont des pays où on ne peut pas nourrir, où on ne peut pas documenter un agenda de sécurité, il est en train de dire qu'il est déçu de ces pays-là. Il est en train de dire que la Côte d'Ivoire, les autorités actuelles, là, ont les capacités et ont les valeurs morales et même, je dirais, intellectuelles de pouvoir mettre des agendas sécuritaires en place. Quand le Mali va signer, comment on appelle, la France signe un traité militaire avec le Mali ou au Burkina, ce sont des agendas militaires que les deux pays acceptent de conduire pour le bien de la paix sous-régionale. Mais quand on retrouve des dirigeants qui sont incapables de respecter leurs propres paroles, qu'est-ce que vous voulez que la France fasse? Et donc, cette parole-là, c'est pour dire que puisque la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un partenaire qui tient sa parole, est un partenaire aujourd'hui qui aime la stabilité et donc le développement, contrairement à ses voisins, et donc le rôle de puissance d'équilibre régional de la Côte d'Ivoire s'établit de plus en plus et c'est évidemment quelque chose de très sûr. Quand tu comprends François, c'est intéressant. Hein? On est en train d'expliquer les idées des autres. Dites à vos cyber-moutons du RHDP, n'ont qu'à venir faire le travail que je suis en train de faire. Je m'appelle éclaireur pro-vérité. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mon papa n'a pas mis son argent en me mettant à l'école pour perdre. Je ne suis pas un indigne pour parler bien de quelqu'un pour avoir 100 euros, mais 50 euros ou même 20 euros. Je ne suis pas un maudit pour espérer que c'est les autres qui vont me donner de l'aumône. Je m'en fous des gens du RHDP. C'est Alassane Ouattara seul que je soutiens. Ceux qui avaient signé des chèques pour moi là, mettez ça dans votre WC et puis flashez. Je n'ai jamais pris quelque chose avec quelqu'un. Je m'en fous de ce que vous voulez me donner parce que je n'en ai pas besoin. Donc là, je ne suis pas comme les moutons que vous avez mis sur la toile. Sinon, dites-leur de faire le travail que je suis en train de faire. Allez prendre ma vidéo d'hier, regardez. Même si tu es le plus nul du monde, tu vas apprendre quelque chose. Et donc il dit, c'est au nom de toute cette réalité-là. Ça fait de la Côte d'Ivoire un pays de stabilité, un pays dans lequel on peut établir un agenda de sécurité. Et cela aura pour conséquence que la Côte d'Ivoire va jouer un rôle de puissance d'équilibre régional. Ça veut dire, à partir de la Côte d'Ivoire, là, nous, on va coloniser les autres pays. Parce que tant que vous aurez la guerre chez vous, là, ça nous arrange aussi dans un certain sens. Ça nous arrange dans un certain sens. Parce que dans la vie, rien n'est fondamentalement mauvais, rien n'est fondamentalement bon. Et donc, c'est pourquoi la Côte d'Ivoire s'établit de plus en plus et c'est évidemment quelque chose de très sûr. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les propos de Lecornu. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour assurer cela? Et c'est pourquoi je vous avais parlé de la Côte d'Ivoire sanctuarisée. On va essayer. Et ça, c'est d'abord seulement les Français. Hein. Je n'ai même pas encore touché les Américains. Je n'ai même pas encore touché les Américains. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va essayer de continuer à nourrir cet agenda avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui nous a demandé de réfléchir à la réactivation de la présence française ici en Afrique. Au fond, on va fonctionner sur deux jambes. Une jambe qu'on pourrait qualifier de ressources humaines, de formation. La capacité pour l'armée française d'importer plus. À son partenaire ivoirien, avec des modules de formation qu'on aura le temps de s'exprimer sur si les deux chefs d'État auront validé la feuille de route que nous sommes en train de bâtir avec mon homologue, le ministre d'État. Des fonctions de combat futur, des enjeux liés au drone, une véritable montée en puissance pour nous épauler. Deuxième jambe, une jambe plus capacitaire pour les équipements de l'armée de l'air, de l'armée terrestre. Sur des enjeux de partenariat, vous allez m'excuser, ça ce sont les aspects techniques dont je ne rentre pas dedans. Voilà.
Je comprends, mais je n'ai pas envie d'expliquer. J'ai demandé à notre industrie de France, la délégation d'armement. Bon, je vais expliquer un peu. On va construire des usines d'armement en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils sont en train de dire là. Parler de deux jambes, on va former les gens, mais on va construire aussi des usines d'armement en Côte d'Ivoire pour faciliter les choses. Peut-être que de dépêcher dans les prochaines semaines l'ambassadeur de France, un panel d'entrepreneurs français sous la conduite de la Direction générale pour l'armement, sous conduite également de la Banque publique d'investissement, pour faire des propositions à la Côte d'Ivoire pour permettre d'avoir cet agenda, a expliqué Sébastien Lecornu. En tout cas, pour ceux qui étaient sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, je vous ai expliqué un peu de ce que je pouvais expliquer dans cette histoire-là, pour vous faire comprendre que la Côte d'Ivoire n'est plus un pays d'amusement, parce que le président Alassane Ouattara n'est pas un plaisantin à la tête de la Côte d'Ivoire pour perdre le temps aux Ivoiriens. Et c'est ça qui fait que moi, je soutiens Alassane Ouattara. Ce n'est pas parce qu'il est le plus beau, ce n'est pas parce que j'ai besoin de son argent, ce n'est pas parce que si je ne suis pas dans le RHDP, je vais mourir. Non, c'est simplement la paix, la stabilité, le développement qui font que je soutiens l'homme Ouattara et que je vais continuer à le supporter. Et si il y a des Ouattara qui peuvent se manifester et faire mieux que le président Ouattara, demain on va supporter ces personnes-là, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur obédience ethnique ou philosophique. Il faut d'abord que l'Ivoirien soit sécurisé. Il faut que la vie des Ivoiriens et des étrangers qui nous font confiance soit dans la quiétude. Et tant que l'homme Ouattara peut assurer cela, nous sommes avec lui. Ce que j'ai lu là, je vais mettre le lien. Mais les explications que j'ai données là, vous n'allez pas trouver ça ailleurs. Parce que c'est moi, Éclaireur Pro Vérité, j'ai expliqué. Et donc, allez ailleurs et essayez d'écouter s'ils pourront vous faire les mêmes choses. Et donc, vous allez me permettre de mettre le lien. On a quelques petites difficultés, mais dès que c'est chose faite, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez... c'est sur kwasi.com pour ceux qui veulent. Et donc, pour terminer, je vais vous faire écouter ici un peu les propos de Lecornu avant qu'on ne puisse continuer. Il est à saluer les efforts remarquables qui sont accomplis par le président Ouattara, par son gouvernement, par les forces armées de Côte d'Ivoire dans la montée en puissance de l'appareil de sécurité ici en Côte d'Ivoire. Pour dire les choses très directement, l'armée de Côte d'Ivoire n'a rien à voir aujourd'hui avec celle d'il y a 10 ans, et au regard des décisions politiques et budgétaires que vous êtes en train de prendre, l'armée de Côte d'Ivoire n'aura rien à voir dans 10 ans également. Et ça, pour le coup, ça fait de la Côte d'Ivoire un pays de stabilité, un pays dans lequel on peut nourrir et documenter un agenda de sécurité en commun. Et donc le rôle de puissance d'équilibre régional de la Côte d'Ivoire s'établit de plus en plus, et c'est évidemment quelque chose de très précieux. On va essayer donc de continuer à nourrir cet agenda avec le président de la République Emmanuel Macron, qui nous a demandé de réfléchir à la réarticulation de la présence française ici en Afrique. Et donc au fond, on va fonctionner sur deux jambes. Une jambe qu'on pourrait qualifier de ressources humaines, formation, la capacité pour l'armée française d'apporter encore plus à son partenaire ivoirien, avec évidemment des modules de formation sur lesquels on aura l'occasion de s'exprimer, puisque les deux chefs d'État auront à valider la feuille de route que nous sommes en train de bâtir avec mon homologue, avec le ministre d'État. Donc ça, c'est un premier volet. Et il est important, y compris d'ailleurs sur des fonctions de combat futures. On ne peut pas aujourd'hui ignorer les enjeux du cyber, du spatial, les enjeux qui sont liés aux drones. Donc là, c'est une véritable montée en puissance mutuelle pour nous épauler que nous allons conduire. Et puis effectivement, deuxième jambe, une jambe plus capacitaire, je viens de le citer, évidemment sur les équipements. C'est vrai pour les équipements pour l'armée de l'air, c'est vrai également pour les équipements terrestres, sur lesquels ce matin nous avons pu échanger sur des enjeux de partenariat, sur lesquels moi je vais demander à notre industrie de défense, à notre délégation générale pour l'armement, de faire un tour de table et peut-être de dépêcher dans les semaines qui viennent, monsieur l'ambassadeur que je salue, un panel en tout cas d'entrepreneurs français sous conduite de la délégation générale pour l'armement, sous conduite également de la Banque publique d'investissement, pour faire des propositions à l'État de Côte d'Ivoire pour permettre justement d'avoir cette... Et donc, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre le connu ici qui a parlé. Et il y a notre maire Aki qui dit ceci. Éclaireur, vous aviez critiqué les points faibles de la France à l'encontre de ses colonies et aujourd'hui nous constatons la motivation française. Effectivement, notre rôle ici doit être, comme nous le disions, des éclaireurs, des éveilleurs de conscience, mais surtout faire des propositions pour l'intérêt de notre peuple, mais aussi de nos partenaires. C'est dans cette optique-là que nous sommes, et il faut dire que les Français, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas expliquées, parce que même en Côte d'Ivoire, la force française, ils vont les réduire.
mais à contrepartie, ils vont construire des usines d'armement en Côte d'Ivoire. Et donc, il y a certaines choses, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire que ils écoutent, tous les cyberactivistes là sont écoutés, hein. Même ceux qui font les conneries sont écoutés. Mais les plus importants comme moi, ce sont nos idées là. Hier, il y a quelqu'un qui dit, mais il y a des décisions qui ont été prises au sommet. Il dit, mais on a l'impression que, bon, je n'explique pas tous les détails. Je lui ai dit, mais tu dois comprendre. Voilà, c'est une manière de parler. C'est pour dire que quand tu es un homme et que tu te respectes et que tu fais un travail correct là, tu n'as pas besoin de dire c'est moi, c'est moi. Tu verras les résultats. Et donc pour nous, tant que ça peut sécuriser la Côte d'Ivoire, Dieu merci. Maintenant, si nos voisins ne sont pas contents de nous, ils n'ont qu'à nous attaquer. Si vos djihadistes, le jour qu'ils veulent mourir là, comme c'est qu'on leur a montré la dernière fois là, ils n'ont qu'à venir. On va les accompagner dans leur enfer. C'est de la Côte d'Ivoire de Ouattara, je vous parle. Nous, on a trop confiance en nous-mêmes. C'est de ça aussi qu'il est question. On ne va pas tuer un Ivoirien bêtement. On ne va pas tuer le peuple de la Côte d'Ivoire comme des moutons. Tant qu'Alassane Ouattara est là. Et c'est pourquoi Alassane Ouattara, là, on ne le laisse pas aussi. Même s'il demande 10e mandat. C'est vous qui vous fatiguez. Premier mandat, 2e mandat, 3e mandat, 4e mandat. Hey, arrêtez de compter. Parce que si on vous demande de compter, là, vous n'allez pas finir. Même si Alassane Ouattara peut faire 1000e mandat, là, on va lui donner. C'est ce que j'ai dit. S'il dit je suis fatigué là, nous on va s'asseoir, on va calculer, on va dire vieux, il faut aller te reposer. Mais tant qu'il dit lui en jambe là, il est là. Et puis il n'y a rien que vous pouvez faire. Et donc c'est là que c'est ce qui va nous conduire à notre dernier sujet. Pour parler un peu des individus les plus misérables de la planète Terre, je vais parler du PPACI. Pour ceux qui étaient très heureux, ah non, c'est fini, ils ne pourront rien faire. Comme il s'appelle maintenant PPACI là, ils ne vont plus pouvoir faire du mal aux Ivoiriens. Je vous ai dit, Laurent Gbagbo, et je le répète, est venu pour faire 3 millions de morts. C'est un inconscient en puissance exponentielle. C'est un individu qui cache toujours sa nullité avec des propos saugrenus. Et là, depuis cette semaine, il a envoyé ses envoyés partout en Côte d'Ivoire. Quand je prends Konaté, navigué qui était à Sifié, qui dit que les gens du Nord ont oublié le bien que Laurent Gbagbo leur a fait. Je suis là, je m'assois et je ris. J'ai dit Konaté navigué veut nous rappeler les filles et les fils de la Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo a tagués comme des étrangers qu'il fallait abattre. Oui, c'est le bonheur que Laurent Gbagbo a apporté au nord de la Côte d'Ivoire. Quand Laurent Gbagbo s'assoit dans une réunion à Guitry pour dire tuer les gens du Nord, après on va décider et on va les écouter. Ça, c'est un deuxième bonheur que Laurent Gbagbo a apporté aux gens du Nord de la Côte d'Ivoire. Quand je regarde les escadrons de la mort qui ont rempli des tombeaux et des charniers des populations du Nord de la Côte d'Ivoire et des musulmans, je dis vraiment quelqu'un qui peut vous expédier Manu Militari au paradis en vous mettant dans des tombes, dans des charniers. C'est Laurent Gbagbo seul qu'il fallait pour apporter ce bonheur au peuple de la Côte d'Ivoire. Quand je regarde dans les rues d'Abidjan, les filles et les fils, parce qu'ils étaient simplement du nord de la Côte d'Ivoire, les miliciens, les fusillés, cassaient leur tête avec des briques dans les rues d'Abidjan et de Port-Boué en particulier. J'ai dit que vraiment, les gens du Nord, quand ils s'asseyent aujourd'hui, Gbagbo leur a apporté le bonheur de tuer leurs filles et leurs enfants. Quand je regarde aujourd'hui le nord de la Côte d'Ivoire qui s'est fait bombarder durant un certain mois de novembre 2004, en plein mois de Ramadan, Laurent Gbagbo coupe l'électricité, surtout le nord de la Côte d'Ivoire, le nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire, pendant plus de 6 mois, et les bombarde avec des Sukhoi et des hélicoptères pour tuer ces populations-là. On ne peut pas demander un autre bonheur plus grand que ça. Et les populations du Nord vont se souvenir à jamais de ce que Laurent Gbagbo a été. Quand on se souvient des militaires ivoiriens qui ont été assassinés, qui ont été tués, qui ont été humiliés, qui ont été mis en exil, les Chérif Ousmane qui sont les rares vivants, les Koné Zakaria qui sont les rares vivants, les Fofié Kouakou qui sont les rares survivants, allez leur demander, eux ils vont vous expliquer tout le bonheur que Laurent Gbagbo a apporté au peuple du Nord. Et donc, quand Luc Konaté Zie vient à rappeler que la présence de Laurent Gbagbo a été même la porte du paradis ouvert aux populations du Nord, je dis, chers parents du Nord, ayez de la dignité. N'acceptez pas qu'au nom de la liberté de s'exprimer, que les gens viennent vous dire n'importe quoi. C'est pourquoi on vous dit, quand quelqu'un t'insulte là, la meilleure manière de lui répondre, c'est de lui dire que vous vous souvenez.
Quand on se souvient que Laurent Gbagbo a tellement aimé le nord de la Côte d'Ivoire, qu'en octobre 2010, il a invalidé les votes de presque toutes les régions du nord de la Côte d'Ivoire pour s'imposer comme le président, voleur d'élections, et Alassane Ouattara l'a cueilli comme un fruit pourri. J'ai dit que vraiment, c'était le symbole du bonheur. En disant que tellement vous n'êtes pas ivoirien, votre vote, moi Laurent Gbagbo, je m'en fous de ça. J'enlève ça parce que vous n'êtes pas ivoirien. Les Ivoiriens du Nord se souviendront aussi de ça. Et donc, mesdames et messieurs, si le massacre s'arrêtait à là, on aurait pu dire que c'est bon. Mais quand on voit un Amani Nguessan, un simple professeur au lycée Djibo, qui vivait dans la cour du juge Kouyaté, parce qu'on se connaît en Côte d'Ivoire. On se connaît en Côte d'Ivoire. Tu étais à Dar es Salaam, non? La maison chez le vieux Kouyaté où tu étais là, est-ce que tu n'es pas sorti là-bas avec un payé de loyer? La maison au goudron là, quand tu traverses goudron là, à droite là, et puis tu vas, la cour du vieux Kouyaté, qui était la cour commune qui était là-bas là, tu vivais là-bas, non? Quand tu étais enseignant, est-ce que tu n'es pas quitté dans la cour avec loyer? Impayé, bien sûr. Donc, c'est totalement normal. C'est pas toi qui allais t'asseoir au grain pour boiter des gens. Tu ne pouvais même pas payer 125 sucres à l'époque. Donc, c'est totalement normal que toi, c'est ton ventre qui t'intéresse. Ah non, 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 ils ont construit une route, mais c'est d'abord les kiosques qu'il faut construire. C'est un homme sauvage qui se limite aux impératifs biologiques. Ah non, il faut manger. Mais toi, malgré tout ce que vous avez volé là, tu as mangé là, ça t'a amené où? Tu as mangé là, ça t'a amené où? C'est pas toi-même dans ta bouche puante là, tu as dit ici que toi, tu ne seras jamais plus pauvre. Et donc, quand on n'a rien à dire souvent, on peut au moins maintenir le peu de dignité qu'on a. Ça, c'est à Amani Nguessan que je m'adresse. Le peu de dignité que tu as, si tu en as encore, je sais que tu n'en as pas. Et je sais que tu n'étais jamais socialisé avec les bonnes mœurs. Mais au moins, la dignité humaine voudrait que je doute. Et j'ose encore douter que tu as encore un peu de dignité humaine. Je crois que c'est la chose la plus dégradante, la plus déshonorante que tu as pu dire. Non, il ne faut pas faire goudron, il faut aller faire kiosque. Là, toi, tu vas aller boire noir, tu vas aller boire serré, tu vas aller boire calao, tu vas aller boire belé là-bas. Ça, ce sont des propos. Quand la malédiction devient même le modèle de ta vie, là, ce sont des propos comme ça que tu tiens. Ça, c'était pour Amani. On passe. Et puis, il faut aller payer les loyers impayés, là. Le vieux Kouyaté qui était juge à Boaké, là, sa cour commune, là, qui était peinte en jaune, là. J'ai dit, pays, là, on se connaît. Où il y a les rochers devant, là. Tu es sorti, tu n'as pas payé son loyer, là. Il faut aller payer. Donc, nous, on ne parle pas avec les miséreux. Nous, on ne parle pas avec les misérabilistes. Comment quelqu'un qui est misérable comme toi, qui ne pense qu'à manger, c'est lui qui peut développer un pays. Et donc, même si on dit qu'on est en politique, on ne dit pas n'importe quoi. Parce qu'on sait que vous êtes n'importe qui. Mais on ne pourra pas vous permettre de dire n'importe quoi parce que les Ivoiriens ont largement évolué dans le sens du positif. Ça, c'est important. Les Ivoiriens n'ont plus envie de vivre dans la pauvreté. Les Ivoiriens ne sont pas des gens qui sont là pour manger dans des kiosques sales. Les Ivoiriens ont besoin de goudron. Les Ivoiriens disent aujourd'hui qu'eux, ils mangent goudron dans l'Alassane Ouattara. Et donc, votre haine, votre incapacité et votre honte que vous ne pouvez pas accepter, souffrez qu'Alassane Ouattara vous prouve qu'il est l'homme de la situation. On a fini avec Konaté Navigué. On a fini avec Amani Nguessan. On vient maintenant à Stéphane Kipré. Incapable de tenir un discours politique. Cet ancien falsificateur des signatures des différents présidents qui s'est fait chasser du Sénégal et de plusieurs autres pays comme un individu malpropre, il s'improvise aujourd'hui conseiller et tu t'en vas prendre une noix de cajou. Ah, vous voyez, c'est ça là, on appelle cajou là. C'est ça là, les gens là viennent ici, ils font ça, ils font comme ça. Toi-même là, au moment de Laurent Gbagbo là,
On ne cultive pas noix de cajou. On ne cultive pas café. On ne cultive pas cacao. Maintenant que toi-même tu comprends qu'on doit pouvoir créer des industries là. S'il n'y a pas route, on peut créer industrie. S'il n'y a pas route là, investisseur va aller faire usine. Ou on n'a qu'à aller faire usine là dans kiosque à café. Ou on n'a qu'à aller faire usine sur une terre de la population du Nord où Laurent Gbagbo a demandé qu'on rase toute la terre. Si on avait tué les gens du Nord là, est-ce que toi tu allais pouvoir aller dans le champ, dans la carte pour dire voilà comment on fait? Je crois que quand on mérite, c'est d'avoir été l'époux de la fille de Laurent Gbagbo. Et connaissant vos bassesses, je crois que tu ne représentes rien et tu ne seras jamais rien dans ce pays-là parce que tu n'as jamais rien fait. Je ne connais pas l'avenir, mais ce que je suis en train de dire là, toi tu n'es qu'un repéro. Tu n'es qu'un repéro. Les Ivoiriens, non, on comprend ça. C'est-à-dire repéro de repéro. Sans la fille de Laurent Gbagbo là, toi tu n'es rien. Donc là, c'est grâce au mariage de la fille de Laurent Gbagbo que tu es rentré dans la politique. Et maintenant, tu joues maintenant les repéros de Gbagbo. Donc, tu es repéro de repéro. Donc, quand on est comme ça, là, on se tait. Toi-même, là, quand on te regarde, ceux qui ont étudié, là, comme nous autres, là, il y a ce qu'on appelle la morphopsychologie. Ça veut dire, quand tu regardes un être humain, là, que tu le scannes, là, sa manière d'être, sa manière de le regarder, là, il y a 7 caractéristiques d'homme, d'humain. Et quand je fais, toi, on te classe dans la caractéristique des tarés. Je dis bien, des tarés, des clowns, des idiots, des hommes inintelligents. À part le fait de dire que tu as été l'homme qui a marié la fille de Gbagbo, donc pour faire référence à tes compétences dans ton pantalon, tu ne peux rien apporter à la Côte d'Ivoire. Et toute ton intelligence se retrouve dans ton pantalon. On comprend que ton intelligence, là, ton cerveau, ça se retrouve dans ton pantalon. Toi, on n'a pas affaire à toi. Et donc, tu ne peux pas donner des leçons à quelqu'un. Tu ne peux pas conseiller quelqu'un. Et donc, tu ferais mieux de te calmer et d'aller mater les filles de Laurent Gbagbo. Elles aussi, elles aiment ça. Quand tu as un père bordel, tu ne peux avoir que des filles bordel. Il faut aller là-bas, vos histoires de culottes là, vous allez continuer. On va passer maintenant à Odette Lorugnon. Vous pensez qu'on va vous louper? On va vous donner ça un à un. Votre malédiction qui vous suit. La chef des sorcières en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Odette Lorugnon. Quand tu la regardes, elle ne se brosse pas. Une femme, selon ses proches, qui sent comme WC public. Odette Lorugnon. Celle-là, elle sent tellement que sa haine-là, elle, tant qu'elle ne fait pas ressortir ça, elle n'est pas à l'aise. Il faut qu'elle sorte pour venir dire sa haine. Là, on va savoir que elle, là, c'est elle qui est la chef des sorcières. Et écoutez ce qu'elle a dit, et après, on va lui donner point. Mais nous sommes ici là pour que le 6 là devienne 9. Nous sommes ici, chers amis, à l'anniversaire de Gambo du Sou. Nous sommes ici pour que le 6 devienne 9. Devienne 9 pour le Rwanda. Devienne 9 pour la Côte d'Ivoire. Devienne 9 pour le PDS. Et c'est tout le cas. Devienne 9 pour notre Côte d'Ivoire. Car c'est notre Côte d'Ivoire. Et nous n'avons pas peur de le dire. Et nous n'avons jamais peur de dire que la Côte d'Ivoire a battu aux Ivoiriens. On ne peut pas peur. On ne peut pas tricher non plus. On ne peut pas non plus pleurer pour ça. Il faut que nous
Diverses, nous devons nous lever dans cette Côte d'Ivoire pour ramener le Rwanda. Là où ils l'ont enlevé, et là où on ne devait pas l'enlever, et ils l'ont enlevé, nous devons le ramener là. Et Dieu nous bénisse. On va installer Babo. On va installer Babo. On va installer Babo. J'aimerais rappeler à cette vieille peau, ce tas d'os qui se fait appeler Odette Lorugnon, cette déchéance même de la nature humaine qui n'a que la haine comme son mode d'opération. Odette Lorugnon, ceux qui te connaissent là disent que tu sens comme WC public. C'est pas moi ma faute. Mais si c'était quelque chose de faux, c'est que tu as à l'intérieur de toi, quand ça ressort, ça sent encore plus grave que WC public. Mais lorsque tu parles du 6 et du 9, laisse-moi te rappeler qu'en numérologie, 9 représente 0. « 9 représente 0 en numérologie, puisqu'on compte de 1 à 9. On ne va pas rentrer dans ça, c'est un peu fort pour toi. Tu es en train de nous rappeler que donc la Côte d'Ivoire doit aller à l'état 0. Et c'est pourquoi vous voulez installer Gbagbo. Mais il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui vous empêche d'installer Gbagbo? C'est la question qu'on vous pose. Ce qui vous empêche d'installer Gbagbo là, il y a un vrai garçon qui est là, il s'appelle Alassane Ouattara. Le vrai garçon qui a coupé que de Laurent Gbagbo. Avant de couper la queue de votre singe sauvage, Laurent Gbagbo là, l'animal Laurent Gbagbo là, il lui a dit, je vais couper ta queue. Tu vas tomber comme un fruit pourri. Si tu vois que vous n'arrivez pas à installer Laurent Gbagbo là, comme vous avez chanté là, c'est parce que Alassane Ouattara est là. Donc de la manière dont vous allez installer Laurent Gbagbo là, c'est comme ça Alassane va vous couper vos queues un à un. Mais Odette Lorugnon, ce qu'il faut que je te rappelle là, ta haine là, ça n'inquiète personne dans la Côte d'Ivoire là. Ce que tu veux là, c'est ce que nous on attend tous les jours. Si au moins vous pouviez menacer et on savait que vous allez faire quelque chose, on allait être heureux. Mais le jour que vous serez prêt là, allez installer Gbagbo. Gbagbo même que vous voyez là, avec son gros Muguba ventilo là, style ventilo, un gawa de première classe. Il ne sait même pas s'habiller là, il s'habille on dirait masque Senufo là. Le jour que vous serez prêt là, Ouattara vous attend. Lui ne parle pas beaucoup. Lui c'est un Mossi. Mossi Ouattara vous attend. Parce que vous tournez là. En tout cas, Mossi, c'est Mossi qui gouverne Côte d'Ivoire actuellement. Et puis Mossi là, il vous commande. Et puis Mossi là, il vous a mis à votre place un à un. Mossi Ouattara, il dit, c'est lui qui décide du poids de votre Laurent Gbagbo aujourd'hui. Avec ses grosses dents, on dirait accordéon là. C'est Ouattara qui dit, il faut me donner l'argent, je vais mourir, il faut me donner une indemnité, il faut me donner un argent. Il dit, bon toi l'animal, il faut prendre ça, tu vas aller te nourrir un peu. Ah! Quand le 6 va devenir 9, mais pourquoi le 6 ne peut pas devenir 7? Pourquoi ça ne peut pas devenir 8 et puis vous attendez jusqu'à 9? Le jour que vous serez prêts là, si Ouattara dit lui ne veut pas là, nous, éclairons pro-vérité, avec ces gars là, les radicaux là, du RDR là, nous on vous attend. Moi je vous ai toujours dit, je ne suis pas RHDP, je suis RDR alassaniste. Si tu dis, il n'y a plus RDR, c'est que je n'ai plus de parti. Si tu dis, Alassane aussi n'est plus là, c'est que je n'ai plus de leader. C'est les deux là que je reconnais. Nous les radicaux, on vous attend. Si ce n'est pas à cause de Ouattara là, la sauvagerie qui est toi dans ton corps là, depuis ta beuve là, nous on a déglingué ça. Femme sauvage que tu es. Vilaine femme. Tu es physiquement vilaine, comme le premier jour de la mort. Et tu es une vieille perverse.
une dévergondée. Terrain de jeu des militants du FPI. Tu n'as même pas honte de toi-même. Tu viens t'arrêter là. On va faire ça, on va faire ça. Mais Odette Lorignon, la prochaine fois, ça ne va pas se passer sans toi. Et tu seras parmi les premières victimes de ton goût du sang. Tu veux voir les Ivoiriens tuer, non? Mais toi-même, là, ça va commencer par toi et ta famille. Là, comme ça, tu vas aller t'asseoir pour demander à Désiré Tagoro qu'est-ce qui s'est passé. Il faut prendre le téléphone. Tu tapes. Tu tapes les chiffres de l'au-delà. Ça va sonner avec ta vilaine gueule, là. Tu dis, comment il s'appelle déjà là même là? Lui qui s'en est pris une chose dans la gueule, là. Le beau de... comment il s'appelle? Tagoro, c'est comment là-bas? Tagoro va t'expliquer ce qu'il y a dedans. Drapeau blanc qu'il avait soulevé là, il va t'expliquer ce qu'il y a dedans. Mais pour toi, Harry, il ne faut même pas te presser. Ce n'est pas vous qui allez inquiéter quelqu'un. Au moins, Laurent Gbagbo pensait que lui, il était un dieu sur terre là. C'est nous là, nous, les petits là, on l'a déciencé. C'est les dozos, ceux que vous considérez comme rien là. Ils sont allés, ils l'ont enlevé au pouvoir. Tout le monde se souvient de ça. Vous étiez où? Pourquoi vous n'avez pas mis votre menace à exécution? C'est vous qui savez parler mal. Mais ce n'est pas vous. C'est ceux qui vous laissent parler mal devant eux. Tu as la chance que nous autres, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Bouche dans laquelle tu as fait sortir ces insanités-là. Il dit dents là. On allait enlever toutes tes dents et puis laisser la première dent du milieu. Mais comme il n'y a plus d'hommes dignes en Côte d'Ivoire, le procureur de la République, lui n'entend pas ça. Quand quelqu'un vient dire que lui fait 10 coups, puis on l'attrape, on le met en prison. Quand quelqu'un s'en prend crédit pour nourrir sa famille, qui n'a pas pu payer, on le met en prison. Mais des gens comme Odette Lorignon, on les laisse pourrir l'atmosphère. Et en même temps, c'est eux là qui disent qu'ils sont en train de se réconcilier. Ils se réconcilient avec qui? C'est avec ta maman que tu es en train de te réconcilier. Daniel, c'est avec elle que tu es en train de te réconcilier. Donc s'il y a des Ivoiriens qui croient que toutes ces conneries de réconciliation sont de la vérité, vous avez entendu ceux qui crient réconciliation là, ils disent le jour qu'ils vont vous avoir. Toi qui es devenu mouton du RHDP, ah non, on dit la réconciliation. Il faut continuer. Tu les attends. On ne les a pas forcés. Ils disent, ils vont tout faire pour se venger des gens du Nord, pour se venger des musulmans, pour se venger des gens du RHDP. Voilà leur agenda. Voilà leur agenda. Ils ne le cachent pas. Et toi, en bon indigne, tu te retrouves derrière eux. Comme on dit à réconciliation là, les Gouzanaounou là, ça vont voler l'argent, toi tu es dedans, fils indigne. Et après, c'est pour te donner 5 €. Voilà les conséquences maintenant de vos turpitudes en face de vous. Peuple indigne. Donc ceux qui n'ont pas le courage de s'assumer, c'est leur problème. Mais nous autres là, on n'aura jamais honte de ce qu'on est. Et on va toujours être ce qu'on est. Et on ne va jamais changer pour faire plaisir à quelqu'un. C'est ça aussi qui est la vérité. Le jour que vous allez préparer la mort pour les Ivoiriens là, nous on sera là pour vous affronter. Et puis on va vous envoyer en enfer ce jour-là. C'est Alassane Ouattara qui a eu pitié de Laurent Gbagbo. Sinon on allait l'assassiner correctement. Et puis brûler son corps en public. Vous n'avez pas dit vous êtes sauvages, vous êtes animaux. Mais sachez que nous là, on va vous montrer qu'on est plus malade que vous. La prochaine fois là, dès que vous déclenchez quelque chose, on assassine Laurent Gbagbo, on assassine Bédié. Et puis on va voir ce qui va se passer. Sans oublier que vous-même, là, votre race d'impies, de mécréants, là, on va vous expédier illico presto dans les profondeurs des enfers. Et après ça, on va voir qui est qui dans le pays là. Personne ne va baisser. Nous, notre Côte d'Ivoire. Vous avez quelle Côte d'Ivoire? Odette Lorignon, la Côte d'Ivoire de la prostitution, où toi et les vieilles femmes prostituées du PDC et du RH et du FPI. C'est ça qui est votre Côte d'Ivoire.
femme WC publique. Toi, comme ça, femme WC publique, porte-à-porte. Toi, aujourd'hui, tu peux t'arrêter pour menacer les Ivoiriens, mettre la vie des Ivoiriens en danger. Et parce qu'elle dit que ça s'appelle homme politique. C'est la seule Ouattara qui vous pardonne. Mais nous, notre haine, là, on a mis ça au congélateur. On vous attend. On vous attend. Mais votre sauvagerie qui est dans votre corps, là, on va enlever. Ça, que vous le voulez ou pas, là, match et retour que vous dites, là, on va jouer. Ceux qui sont là, il n'y aura pas match et retour. Blé Goudé, il y aura match et retour. Les enfants dont tu as tué les pères vont jouer match et retour avec toi. Les femmes que tu as rendues veuves et les enfants sont devenus microbes, là, ils vont jouer match et retour avec toi. Faut pas te blaguer. C'est Ouattara qui fait qu'on ne peut pas se venger actuellement. Donc là, Dieu merci, on est au même niveau d'information. Ce que Odette Lorugnon dit là, c'est la vérité. De la même manière qu'ils ont la haine là. C'est comme ça aussi, nous on a la haine aussi. Il faut qu'on en découde. Et donc, Alassane Ouattara n'a qu'à finir son mandat, il n'a qu'à quitter. On va se mesurer dans le pays là. Ceux qui vont vivre vont vivre. Ceux qui ne vont pas vivre vont périr. Mais le langage de l'imbécilité que tu tiens, toi Odette Lorugnon, le langage de la stupidité, de l'imbécilité que tu tiens, si le procureur de la République peut te le pardonner, si le gouvernement d'Alassane Ouattara peut te le pardonner, ce n'est pas une vieille prostituée comme toi qui peut ouvrir sa bouche sale pour rappeler aux Ivoiriens que vous leur avez fait assez de mal. Si tu n'as pas honte et que tu ne prends pas confiance, c'est parce que tu ne trouves plus les vieux clochards du FPI pour te faire passer de très bonnes nuits. Et ça, c'est ça qui te fait mal. Si les vieux clochards du FPI qui avaient l'habitude d'aller dans ton WC public que tu es en bas de toi, là, tu ne les gagnes plus là. Il ne faut pas mettre ta frustration sur la Côte d'Ivoire. Mais ce que tu as dit là, ce n'est pas un fait nouveau. 6 ans, 9 ans, 7 ans, 8 ans. Si vous étiez vraiment garçon là, le jour où Gbagbo a quitté là, le Gbagbo venait là, vous avez dit quoi? Que Gbagbo vient pour aller au palais. Mais il n'est pas allé au palais. C'est parce qu'il y a un garçon là-bas. Et ce bouffon est allé taper, gardez-vous. Tellement il a peur de Ouattara. Son gros Moukouba, en style ventilo qu'il avait porté là. Un gawa de première classe, il s'en va taper, garde à vous, devant le président Ouattara. Ça aussi là, c'est qu'il sait qu'il y a garçon. Quand Laurent Gbagbo, qui ne connaît même pas son père, qui s'en va mentir, pour mentir sur le vieux Koudou, que c'est son père. Pourquoi Laurent Gbagbo a caché les éditions de Notre Voix, où sa maman allait dire que Laurent Gbagbo n'est pas le fils du vieux Koudou? Quand tu as quelqu'un qui est né d'une mère prostituée, comme la maman de Gbagbo, et qui est lui-même devenu un bordel ambulant sur la terre, toi, Odette Lorugnon, tu ne peux qu'être l'image, tu ne peux qu'être à l'image de la maman de Laurent Gbagbo et à l'image même de Laurent Gbagbo. Et ça, c'est votre problème. Ça ne nous regarde pas. Mais la haine que vous avez contre les personnes dignes, les personnes qui aspirent à vivre tranquillement, sachez qu'on est prêt à vous donner la réplique. C'est pourquoi je le dis, chers Ivoiriens, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Le combat de votre destin auquel vous n'allez pas échapper, mieux vaut s'apprêter. Le jour qu'ils vont vous attaquer là, soyez ferme avec eux et ne leur donnez aucune chance. Réduisez-les à leur état le plus inutile possible pour qu'on puisse en finir avec. Voilà des bandes de racailles qui sont dans la politique en pensant que c'est en parlant mal aux autres que vous allez pouvoir leur faire mal. Nous, on n'a pas besoin de vous répondre. Mais nous, on vous montre ça par le travail d'Alassane Ouattara. Nous, on vous montre ça pour dire que ceux qui sont dans le RHDP, qui sont des alimentaires, qui sont des personnes sans conviction, c'est leur problème. Nous, on n'est pas là pour de l'argent. Nous, on est là pour un idéal. Et on ne va jamais abandonner Alassane Ouattara. De la même manière que vous n'aimez pas Alassane Ouattara, là, c'est comme ça, nous, on l'aime. Et c'est de cette même manière qu'on déteste, on aborde et on hait votre Laurent Gbagbo. On ne vous a jamais caché. Tellement on le hait à cause de ses mauvaises pratiques, on a pris les armes pour l'enlever. Et la rébellion qu'on a fait là, pour nous, c'est une révolution, c'est une bénédiction. Si c'est à refaire 1000 fois, on va refaire 1000 fois. Et on a les capacités de le refaire aujourd'hui encore. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ne vous dise pas?
Vous installez Laurent Gbagbo, on l'enlève. On s'en va faire rébellion encore, on va l'enlever. Mais Alassane Ouattara, là, il n'y a pas de garçon qui peut l'enlever. Parce que tant que nous, on est avec lui, là, il n'y a pas un garçon qui va pouvoir l'enlever. C'est ça aussi qu'il faut qu'on vous dise. Et donc, face à toutes ces stupidités et ces bêtises qui ont été dites durant toute la semaine, que le gouvernement de la Côte d'Ivoire pardonne et que le procureur de la République devient subitement, il tombe dans un sommeil d'incapacité. Il y a au moins quelques militants qui ont donné un peu de la voix. Et il y a notre père Alexis qui a écrit un petit article que je vais lire et je vais terminer par les propos en vidéo d'un autre militant RHDP pour pouvoir mettre fin à cette séance. Et donc, il y a le père Alexis Diet qui rappelle comme ça que défendre la conception négative et sociale de la démocratie en Afrique contre les populismes, les mystifications, les propagandes et le retour du militantisme soi-disant anticolonialiste doit être défendu sous nos latitudes africaines. La conception négative de la démocratie comme régime qui empêche quiconque de s'emparer du pouvoir ou de conserver contre la volonté de la majorité. Contre les ethno-nationalismes et la conception communautaire de l'État doit être défendue et sauvegardée sous nos latitudes africaines. La conception positive de la démocratie comme régime qui assure la libre représentation politique des intérêts et des valeurs de diverses catégories sociales, professionnelles et culturelles de la cité. Très bien dit. Et on va terminer définitivement avec cette bande audio que vous pourrez, vidéo pardon. Mais nous sommes ici. J'ai écouté Kone Katina. J'ai écouté Kone Katina, un grand frère, économiste, une référence, qui dit que la Côte d'Ivoire est en train de s'endetter et c'est dangereux. Donc je vais lui dire que les mêmes qui leur ont prêté l'argent quand ils étaient au pouvoir jusqu'en 2010, ce sont les mêmes là qui nous prêtent l'argent aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont regardé leur visage en 2010, ils ont vu que leur visage, leur confiance ne valait pas un certain montant qui se sont bloqués là-bas. C'est parce que Alassane Ouattara, son visage vaut 30 000 milliards qu'il peut donner 30 000 milliards. Est-ce que vous avez compris? Celui qui a confiance en toi te donne toujours son argent. Celui qui n'a plus confiance en toi ne te donne plus jamais l'argent. L'argent même est confiance. Pourquoi? On parle de crédit. Donner du crédit. Le crédit, ça vient de la confiance. Tant que je ne t'accorde pas de crédit, c'est-à-dire je ne t'accorde pas donc de confiance, je ne peux pas te faire crédit. Je ne peux pas te donner de l'argent. Et le crédit qu'on t'accorde, c'est en fonction de ce que tu vaux en termes de confiance. Si quelqu'un te donne crédit 10 000 francs, c'est que ta confiance à ses yeux vaut 10 000 francs. Si quelqu'un te donne crédit 1 million, c'est que ta confiance à ses yeux vaut 1 million. Suivez-moi bien. Vous tous qui êtes ici, si votre camarade vient vous demander 1000 francs en crédit, il dit je vous paye ça dans une semaine. Ceux qui vont lui donner, levez la main. Tout le monde. Donc, ça veut dire que vous savez que votre camarade dans une semaine peut vous rembourser 1000 francs. Maintenant, si votre camarade vient vous demander 1 million et puis il dit dans une semaine, je vous donne, quels sont ceux qui donnent? Il n'y a personne. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous savez pourquoi? C'est votre camarade, hein, vous marchez avec lui tous les jours. Il a dit 1000 francs, je rembourse dans une semaine, tout le monde est prêt à donner. Il a dit 1 million, je rembourse dans une semaine, personne n'a levé sa main. C'est comme ça que les pays fonctionnent. Ça, c'est pour toi, grand frère Katina Kone. Tu es allé à l'école avant moi, tu as fait économie, il ne faut pas faire moi t'humilier. Ça, c'est nous, là, nous sommes la 3e génération après Alassane Ouattara. Donc, si à mon niveau même, il y a un problème, il ne faut pas essayer avec Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas nous donner des leçons d'économie. Le PPACI ou encore la défunte FPI qui est devenue PPACI ne peut pas nous donner des leçons d'économie. Regardez, tapez sur Google. Nous tous on est sur Internet. Le face-à-face des présidents, sinon des candidats en 2010. La question qu'ils ont posée au président Laurent Gbagbo sur la question de l'endettement, de la dette extérieure, de la dette intérieure. Regardez,
son ordinateur s'est bloqué. Donc finissez votre formation à ce niveau avant de venir nous donner des leçons. Et donc, mesdames et messieurs, bonjour Kimi Seba, bonjour à vous. Merci d'accepter. C'était tout pour aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, c'est celui qui a peur de son destin qui essaie de varier son langage. Moi, je suis là à cause d'Alassane Ouattara. Le jour qu'Alassane Ouattara n'est pas là, mon contrat s'arrête. Et je suis là parce que je suis RDR. Et je m'en fous du reste. Nos parents qui ont été tués, si nous avons l'occasion, vengeons-nous. C'est la seule opportunité qui nous est donnée. On va pas avoir honte de le dire. Et on le fera. Puisqu'il n'y aura pas de justice. Puisque des inconscients vont continuer à nous menacer. Chers parents, recyclez-vous à vous défendre lorsque ces personnes-là vont se montrer. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons arrêter la présentation du jour ici. Comme à nos habitudes, si quelques personnes ont des questions à poser, vous pouvez le faire par écrit afin qu'on puisse vous dire le peu que nous savons. Si je ne connais pas, je vais dire je ne connais pas. Et donc, on va essayer de regarder un peu. Je vais saluer notre mère qui demande, est-ce à nous dire que ce procureur, comment faire son travail quand on entend et voit ce qu'il fait. Chère mère, ne vous préoccupez pas de ces personnes. Ils peuvent traiter les affaires inutiles, mais les vraies affaires de la Côte d'Ivoire, ils deviennent subitement incapables. Ne vous prêtez pas à ces personnes. Quand ils recherchent le langage de la honte, de la haine, ils voient ceux-mêmes qui sèment la haine dans le pays, mais sont incapables de leur faire appel. Et eux veulent que nous, on n'ait pas de réaction. Si ces haineux parlent comme ça, nous aussi, on va réagir avec la haine. Il n'y a rien à faire. On va réagir. S'ils agissent avec les propos de haine, nous aussi, on va réagir avec des violences de haine. S'ils agissent physiquement, on va agir aussi physiquement. On sera dans la défense, mais on ne sera pas tendre. Et ça, rien ne pourra nous empêcher de tenir cette conduite-là. Quelqu'un nous insulte, on va sortir aussi pour lui donner la réplique. Quelqu'un nous sert de la haine, on va sortir aussi pour lui servir doublement la haine. On va voir où ça va nous conduire. Comme eux, les procureurs, et les juges, et les leaders du pays ne veulent pas prendre leurs responsabilités, ils veulent que le chaos s'installe. Le chaos, là, on va l'installer. De la même manière qu'eux vont galvaniser leurs gens pour semer le chaos, pour tuer une partie des Ivoiriens, nous aussi, on va galvaniser aussi nos militants et nos parents pour ne plus qu'ils acceptent, mais qu'ils soient très durs en punition quand ces maudites personnes vont venir ou bien vont vouloir s'exercer. Et c'est là on va voir qui est qui dans ce pays. C'est ce que je pouvais donner comme réponse à cette question. Il y a notre père Olivier Amiral qui dit « Cher frère éclaireur, le plan de Dieu a été parfait pour la Côte d'Ivoire. Il a passé d'abord Bédié Gbagbo avant le Prado. Imaginez si cela avait été le contraire. » Et effectivement, que ce fût le contraire, ça aurait été la chose la plus triste. Parce que la Côte d'Ivoire serait tombée dans les abîmes. Il y a le roi du printemps qui nous donne une information que le constructeur chinois Norinco, spécialisé dans la construction des véhicules blindés, est sur le point de finaliser un important contrat avec l'armée ivoirienne. C'est une information tirée d'Africa Intelligence. Ça aussi, c'est une très bonne information. Et donc, on va toujours continuer. Et donc, je ne vois plus de questions. Je vais vite dire vraiment merci beaucoup à notre mère Marguerite Aki. Merci au roi du printemps. Merci à notre père Ouattara S. Mamadou. Merci à notre mère Pradine Savana. Merci surtout à notre mère Foudado. Merci
à Alexandre Aoussou et à tous les grains. Je salue tous les grains de la Côte d'Ivoire. Je salue tous les gars de Yamoussoukro. Je salue Amara Bamba. Je salue aussi Kevin Kwasi. Sans oublier notre mère Fatou Fofana. Je salue aussi notre mère Adjara Koulibaly. Je salue notre frère bien-aimé Samba Kone. Je salue notre mère, Minignan Sissé. Je salue Olivier Amiral. Et je salue aussi toutes ces personnes qui ont pu mettre les cœurs et qui ont pu quand même sécuriser l'émission comme il se devait. Sachez que vous êtes par milliers. Nous remercions tous ceux qui ont fait les partages. Je salue aussi Kaswat, la machine à mettre les cœurs, celui-là même qui fait montre d'une détermination sans faille. Nous saluons toutes ces personnes. Nous disons merci à tous ceux qui aiment ce que nous faisons, pas parce que notre personne est aimée, mais parce que l'objectif que nous voulons atteindre est un objectif noble et clair, celui de sauver les Ivoiriens, de permettre à chaque être humain de vivre dignement sur la terre. Tel est notre objectif. Je dis merci à tous, que la grâce de Dieu nous couvre et que Dieu nous protège et nous aide à avancer en paix dans la vie, car nous sentons le manteau protecteur de notre Père dans chaque pas que nous faisons. Et aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce au président Ouattara, on a retrouvé la Côte d'Ivoire de la dignité. Quand on voit des idiots, des prostituées, des grigous, des gueux, toujours être là en train de tirer la Côte d'Ivoire pour tomber dans le sang, on ne peut pas être plus fier de la Côte d'Ivoire sur Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara n'avait pas été là, que serait aujourd'hui cette Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour neutraliser ces malfaiteurs? Voilà autant de questions qui s'offrent à nous. Est-ce que les générations à venir méritent de vivre les mêmes malheurs que leur a servi Laurent Gbagbo? Voilà autant de questions qu'on devrait se poser. Pour ma part, je dis merci beaucoup au roi du printemps. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à Amara Bamba, comme je l'ai dit. En tout cas, nous, on sera toujours là. Si quelqu'un nous provoque, on ne va pas louper la personne. Donc, ce que vous pouvez inquiéter là, c'est ceux qui ont peur de vous. Mais nous autres là, personne ne va décider de notre place. Parce que personne n'a jamais décidé de notre place. C'est pourquoi on a pris 60% du territoire et on s'est imposé jusqu'à chasser votre fruit pourri de Laurent Gbagbo. Pourquoi vous n'avez pas pu nous chasser? Et donc, comptez sur nous. La prochaine fois, on ne va pas dire que c'est Ouattara qui nous a envoyés. On va dire que c'est nous-mêmes on s'est envoyés. Mais quand on va s'envoyer là, vous allez voir les conséquences qui sont dedans. Et là, après ça, là, Côte d'Ivoire, là, chacun va connaître son poids. Même pour dire un mot, là, même pour dire bonjour à quelqu'un, là, tu vas réfléchir. Est-ce que la monnaie de dire bonjour, là, ça ne va pas le blesser? Les vieilles prostituées sales comme ça, comme Odette Lorignon. On est là ensemble. Donc, chers auditeurs, je vous dis merci. Il y a le roi du printemps qui pose une question de savoir pourquoi c'est maintenant que le président Alassane Ouattara a choisi d'installer la carte de résident en Côte d'Ivoire. Effectivement, la carte de résident n'a pas été choisie à un moment fortuit. Contrairement à tout ce que les gens veulent vous raconter, ce n'est pas parce qu'Alassane Ouattara a besoin d'argent. Mais un pays pauvre, même si tu prends tout le Mali que tu envoies en Côte d'Ivoire, là, le nombre de ressortissants qui sont en Côte d'Ivoire, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, là, il y a plus de Maliens en Côte d'Ivoire qu'au Mali actuellement. Le président, là, ça répond à un besoin sécuritaire. C'est pour un besoin de sécurité. Tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, là, même si tu as les meilleurs armements du monde, si tu ne maîtrises pas les humains qui sont... Si tu ne maîtrises pas les humains qui sont sur le territoire et leurs mouvements,
tu risques de commettre des erreurs. Et c'est pour pouvoir retracer ces gens. Aujourd'hui, il y a des terroristes au Burkina, il y a des terroristes au Mali, il y en a même en Guinée. Si on les laisse rentrer comme ils rentraient auparavant, sans chercher à savoir qui est qui, ça peut nous conduire à un désastre sécuritaire. Et c'est ça la première raison de ces cartes-là. Sinon, ce n'est pas fait pour se venger contre quelqu'un. Et tout le monde le sait, les ressortissants de la CEDEAO ne sont pas là-dedans. Donc, où est le problème? Mais si tu vois qu'eux-mêmes, ils sautent pour dire n'importe quoi, c'est parce que Alassane Ouattara vient de gâter quelque chose que eux espéraient. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, vous allez infiltrer vos mercenaires, vos djihadistes, et nous on va s'asseoir pour vous regarder. On va vous allumer correctement. Je dis, on va vous expédier en enfer de la manière la plus brutale possible. Et c'est ça qui vous fait mal. C'est pas affaire de... Quand tu vois Mali, Burkina, c'est plein là. Pour eux, c'est pas affaire de cas de séjour. Hein. Ils ont compris. Le nom dit à un certain niveau. Vos djihadistes et vos mercenaires là n'auront plus la paix. Ce que vous vouliez faire pour qu'on les laisse passer dans le vide là, ils ne pourront plus passer dans le vide. C'est aussi de ça qu'il est question. Et donc, c'était un peu la réponse que je pouvais donner. Et donc, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Et très certainement, demain, nous allons nous retrouver. Merci à chacun et à chacune. Et excellente soirée.